Merci. Bah, merci beaucoup d'avoir pu trouver un créneau aussi. Je suis très heureux de pouvoir participer, même à distance. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être de parler du cocon sémantique et on va faire des petits clins d'œil à Typo 3 pendant la présentation. Et donc, je vais commencer par me présenter parce que je ne sais pas s'il y a que des anciens des Typo 3 Camp. Donc aujourd'hui, je suis planeur stratégique et consultant numérique chez Talent. Et donc, je travaille sur des audits de performance et sur du conseil. Et puis aussi, parfois, sur des missions plus techniques. Mais en ce moment, je développe cette activité plutôt de conseil en performance et en référencement naturel. Donc, le petit historique, hein, donc découverte de Typo 3 en 2003 avec la version 3.4, quand tout était en anglais et qu'il fallait se battre un peu pour trouver des documentations. Et puis ensuite, donc, j'ai été intégrateur indépendant, puis animateur de la communauté francophone pendant 8 ans, si j'ai bien compté. Ensuite, intégrateur salarié, puis associé, toujours avec Typo 3 en fil rouge. Et puis après, des activités qui ont été partagées entre le management et la technique. Et puis, je suis revenu à mes amours quand même, c'est-à-dire l'opérationnel. Donc, toujours un peu de technique, mais surtout du conseil et de l'accompagnement des clients. Et puis donc, pour 2025, étant donné la conjoncture, je prévois de me recycler dans la fabrication d'abris souterrains. Voilà. Pergola aussi. De quoi tu as dit? Pergola. Ah oui, bah, Pergola, c'est bon, c'est un peu moins safe, mais pourquoi pas? Alors, on va parler du cocon sémantique, on va parler de la démarche de réalisation du cocon sémantique, et puis on va aussi voir quels sont les outils qu'on peut utiliser pour créer et mesurer le cocon sémantique. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette approche-là déjà, certains d'entre vous ou pas. Mais en tout cas, j'ai prévu de reprendre vraiment tout le concept et puis de bien contextualiser aussi ce que c'est que le cocon sémantique et pourquoi c'est une bonne méthode. Donc déjà, c'est un concept hein, qui a été initié par un Français qui s'appelle Laurent Bourrelli. Et donc, son point de départ, c'est de dire comment je peux tricher, entre guillemets, avec Google, sachant que depuis longtemps déjà, les astuces de mettre des mots-clés dans les méta ou des choses comme ça ne fonctionnaient plus. Et donc, la méthode qu'il a développée fonctionne. Et fonctionne tellement bien que il a eu des échanges avec les techniciens de Google et il a travaillé avec eux sur l'amélioration des process et des algorithmes de Google. Et lui, donc, il s'est basé non pas sur le mot-clé, mais vraiment sur le visiteur, sur l'internaute et sur la thématique de l'internaute. Donc, il a mis au point une méthode basée sur une structure arborescente, sur un maillage avec des liens internes qui fonctionnent et qui permet de rendre votre site plus pertinent. Donc l'idée, hein, la vision de Laurent Bourrelli, c'est d'avoir des pages cibles, qu'il appelle la page mère aussi, et de nourrir en fait la pertinence de ces pages en faisant des liens montants et descendants avec des pages enfants qui elles-mêmes vont être liées entre elles et qui elles-mêmes vont être nourries par des pages petites filles qui vont être aussi liées entre elles et qui vont faire des liens entrants et descendants vers les pages enfants. Donc on va créer en fait un tissu de pages qui vont développer une thématique et qui vont faire que les moteurs de recherche, mais aussi bien sûr les internautes, vont avoir cette perception que vous êtes les meilleurs et les plus pertinents pour répondre à leurs besoins. Donc il y a aussi Olivier Andrieux, qui est très connu dans la sphère du référencement en France, qui a à peu près la même vision avec des termes un peu différents, hein. Lui va parler de pages cibles, de pages intermédiaires et de pages finales. Et donc toujours pareil, on va en fait développer une thématique. Donc ici, on est sur le jardin. Eh bien, si on veut vendre un site sur du jardinage ou du jardin, on va développer toutes les thématiques autour du jardin. Donc les outils, les aménagements, l'entretien, les maladies, le traitement des plantes et si possible, on va vraiment aller au bout de l'exercice pour, vraiment devenir des experts aux yeux des internautes. Donc là, vous voyez, si je veux vendre des lunettes, par exemple, je vais, parler des couleurs, du style qu'ont les couleurs, de l'association avec les vêtements,
des matériaux, du titane, où est-ce qu'on mine le titane, à quoi ça sert, quels sont ses avantages, le poids des lunettes, etc. Plus je vais détailler en fait le domaine que je veux mettre en avant, et plus Google va estimer que mon site est la meilleure réponse possible pour ses clients. Puisque Google a des clients, c'est les visiteurs qui font des recherches, et son objectif, c'est de donner des résultats pertinents à ses clients. Donc, j'ai repris une citation d'un ex-collègue, hein, qui résume bien la question. Le cocon sémantique répond aux intentions de recherche de l'internaute. Cette notion-là d'intention de recherche, elle est importante. On va y revenir juste après d'ailleurs. Alors, il y a eu, très récemment j'ai fait une faute à Google, il y a eu une mise à jour donc, qui s'appelle Helpful Content Update le 18 août, où Google a encore, augmenté l'importance de, la prise en compte de la pertinence des contenus, pour, vous valoriser dans les résultats des moteurs de recherche. Donc l'idée maintenant, c'est que, on va vraiment devoir rédiger pour les humains et vraiment penser, à la pertinence de son contenu avant même de, faire attention aux détails techniques, et surtout, on va éviter les contenus, écrits machinalement, sans réfléchir, ou les contenus, un peu creux, sans saveur, qui détaillent pas vraiment les objectifs qu'on souhaitait mettre en avant. Donc, par exemple, hein, Google va être capable aussi de détecter le contexte. Si vous parlez, d'une pomme, ça peut être un fruit, mais ça peut être aussi une pomme de douche. Donc, si vous avez, un historique où vous recherchez en ce moment plein d'éléments, autour de la plomberie, et bien Google va savoir que vous parlez de la pomme de douche. Selon aussi, les emplacements, auxquels vous vous trouvez, si vous êtes géolocalisé, Google va pouvoir contextualiser les résultats. Il va aussi, faire attention aux variations, orthographiques, et encore pas mal d'autres choses, probablement aussi, votre entourage, puisqu'on a déjà pu remarquer, hein, que si quelqu'un nous visite au bureau, par exemple, on se voit tous proposer, cette personne en ami, sur les réseaux sociaux, et on peut supposer que Google est aussi capable de comprendre en fonction de notre entourage, ce qui va nous intéresser, et donc de contextualiser aussi, en fonction de pas mal de facteurs. Donc l'idée, c'est qu'on va voir toute la démarche, de création du cocon. On va commencer par le why, que je vais détailler, et puis après les personas, la mind map qui permet de construire l'architecture, la rédaction, et enfin les outils, de création et de mesure, du cocon sémantique. Donc là, Simon Sinek qui a écrit, Start with the why, qui est assez connu dans le monde du marketing, il a vraiment travaillé sur cette notion du pourquoi, et vous allez le voir, c'est une notion qui est beaucoup utilisée, par les entreprises, mais aussi, dans le cadre, du développement personnel. Donc, on va commencer plutôt par l'extérieur du cercle, que vous avez probablement déjà vu, hein, parce qu'il est quand même assez connu ce cercle-là, le Golden Circle. Donc, le what, c'est le pourquoi, et ça, c'est le niveau, le plus simple en fait, en marketing. C'est les activités, réelles, qu'on fait tous les jours. C'est rationnel, ça peut être un produit ou un service. Par exemple, nous vendons, des pâtes, voilà, des pâtes. Nous vendons des périphériques numériques, des téléphones, des tablettes, des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau. Ça, c'est ce que pourrait dire Apple, si, ils étaient, concentrés sur le quoi. Et donc, on va voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore clarifié leur pourquoi, donc celui du milieu, le why, parce qu'ils s'attardent, par exemple, sur le rendement des bénéfices, qui lui est, surtout lié au quoi et au comment, donc les 2 qui sont à l'extérieur. Donc s'il y a une entreprise qui dit: «Voilà, notre objectif, c'est de faire, 1 000 000 ben, ils sont sur le quoi, et donc ils sont un peu éloignés du pourquoi. Le comment, c'est le processus pour parvenir au quoi. Et ça, c'est ce qui peut, rendre spécial des personnes ou des entreprises. Par exemple, nous distinguer de la concurrence, en ayant une éthique particulière, en ayant une culture forte, ou en ayant des avantages attractifs, pour les salariés. Là, on pourrait dire, par exemple, pour Apple,
nous fabriquons des tablettes avec des coques en aluminium qui n'ont pas besoin de refroidissement actif. Donc, on va mettre en avant le produit par le comment il est fabriqué et par des spécificités. Voilà. Donc là, c'est déjà un niveau assez intéressant qui fait déjà envie aux consommateurs, le comment. Et le pourquoi, c'est vraiment la mission, la cause, la croyance d'une entreprise ou d'une organisation. Donc c'est ce qu'on va retrouver chez Apple, chez Red Bull, chez Tesla. Donc là, c'est des expériences uniques. On va, par exemple, pour Apple, hein, en ce moment, ils vont vous dire, voilà, tant d'expériences uniques uniquement chez Apple. Elon Musk, il va dire que Tesla existe pour réduire les gaz à émissions, les émissions de gaz à effet de serre, pour que chacun puisse vivre sur une planète plus propre. Et vous avez aussi un exemple qui est assez parlant, c'est le site de Red Bull. Si vous allez voir le site de Red Bull, vous allez être surpris puisqu'il n'y a même pas une seule canette qui présente la boisson sucrée. Ils ont complètement dépassé le quoi et le comment, parce que le quoi, bah, c'est une boisson sucrée. Le comment, c'est il y aurait un truc excitant qui permettrait d'être un peu rester éveillé plus longtemps. Mais eux, ils se concentrent sur c'est l'exemple que prend aussi Laurent Bourrelli, hein. Il se concentre sur uniquement le pourquoi. C'est bah, pour se dépasser, pour aller au-delà des limites, pour faire avancer l'humanité. Enfin, vous allez sur le site de Red Bull, vous allez voir, c'est hallucinant, il n'y a même pas une canette. Donc, alors pourquoi on parle du pourquoi? Parce que c'est très important comme socle pour pouvoir ensuite prendre des bonnes directions pour développer les bonnes thématiques. Donc, Simon Sinek dit aussi, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent le pourquoi vous le faites. Et donc, ce qui va résumer votre pourquoi, c'est votre proposition de valeur. C'est souvent ce qu'on appelle la baseline, et elle doit être claire, s'orienter sur les bénéfices apportés, expliquer pourquoi vous êtes différent et meilleur, et être lisible et compréhensible en moins de 5 secondes. Et donc là, c'est un exercice que je fais beaucoup avec les petits clients ou les gros clients aussi, hein. Donc pas de la même façon. Avec les petits clients, j'ai un formulaire Google Form qui permet en fait au client de se poser lui-même déjà pas mal de questions sur ses cibles, sur ce qu'il fait, sur la description de ce qu'il fait. Et donc d'arriver comme ça à avoir sa proposition de valeur. Et ensuite, je challenge avec lui son formulaire et puis on arrive à poser des bases qui ensuite permettent de construire son site internet en visant juste au niveau de la partie arborescence et éditoriale. Et s'il a bien défini son pourquoi, on va pouvoir faire un site qui du coup va toucher correctement le public pour les bonnes raisons. Alors inversement, je pense que si vous travaillez, avec des collectivités, avec des, délégations de services publics ou avec des grosses entreprises qui ont des boards, ou des comités directeurs importants, c'est parfois un peu difficile au niveau gouvernance, de faire ressortir le pourquoi. Parce qu'en fait, vous avez, des acteurs qui sont parfois juste des actionnaires, qui ont fait une opération financière et ils ne sont pas, habités par le projet, par la raison d'être de l'entreprise. Quand vous êtes dans des collectivités, vous allez avoir une espèce aussi d'ambiance où tout le monde se regarde un peu les uns les autres et personne n'a envie de sortir du lot parce que c'est pas bien vu, dans une collectivité, de prendre le lead et puis, d'agir comme un dirigeant du privé. Donc là, vous avez vraiment un exercice assez difficile, d'accompagnement où il va falloir, avec des ateliers, arriver à faire ressortir le vrai pourquoi, sachant que parfois les gens ne le savent pas vraiment non plus. Donc c'est vraiment, ça fait partie du travail, hein, d'arriver à extraire comme ça cette raison d'être, des entreprises ou au moins arriver à un consensus qui permet ensuite d'avoir des bonnes bases pour faire un site internet. Alors l'idéal, bien sûr, c'est un dirigeant passionné qui sait ce qu'il veut, qui est animé par son projet et qui, va réussir à faire ce travail et puis, vous donner, une base hyper saine pour ensuite, faire un site qui va performer. Alors la prochaine étape, c'est les, personas, qu'on appelle aussi les buyers persona. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce terme, puisqu'aujourd'hui, on l'utilise beaucoup,
en créa, en UX design. Et donc, souvent, c'est la base pour créer les maquettes, mais c'est aussi et surtout la base pour pouvoir comprendre les intentions de recherche de vos clients, de vos usagers et des internautes. Et donc là, il va falloir aller vraiment dans le détail, au bout des choses, et comprendre psychologiquement la personne, comprendre son quotidien, sa relation avec le produit aussi que vous allez vendre et quelles sont ses problématiques. Et donc pour ça, bon, il y a beaucoup de moyens de le faire, hein, chacun fait un peu comme il veut, mais en général, le consensus, c'est de faire des ateliers et puis aussi d'essayer de réunir des personnes qui représentent la population qu'incarne votre persona et de les interviewer, de leur faire faire aussi des immersions pour pouvoir réellement comprendre quels sont leurs enjeux. Vous pouvez aussi faire des enquêtes, des formulaires pour recueillir des avis et puis ensuite faire ressortir de la data ou alors étudier les données de vos CRM et de votre système d'information pour pouvoir en déduire aussi des faits vérifiés qui vont venir corroborer encore vos personas. En tout cas, c'est un exercice qu'il faut vraiment faire de manière très assidue. C'est pas très grave si ça prend beaucoup de temps. Il faut vraiment arriver à quelque chose de très poussé puisque c'est ça qui va nous aider à construire ensuite notre arborescence. Donc il y a la loi de Pareto, on en parle souvent, en développement, hein. On dit que, ben, on arrive à faire, 80 du dev en 20 du temps et que le plus dur, c'est les 20 restants. Bon, ben, en marketing, c'est la même chose. C'est 20 des clients qui vont représenter 80 du chiffre et il faut se focaliser sur ces 20. Le reste suivra forcément. Donc ça, pour le faire accepter d'un client, chef d'entreprise, c'est pas facile parce que ça va le stresser. Il va se dire: «Oui, mais dans ce cas-là, je vais perdre d'autres clients parce qu'ils vont se dire que, je pense pas à eux». Alors qu'en fait non, on a remarqué que, les gens avaient tendance à suivre, heu si vous arrivez à convaincre en fait une population bien ciblée et que c'est clairement identifié sur votre site, les autres internautes vont dire: «Oui, effectivement, si je me mets à la place de cette personne-là, je comprends le besoin et moi j'ai des besoins, moins, précis, donc forcément ça va me convenir». Heu, Vous avez déjà, je pense, vu des vendeurs d'ordinateurs, hein, proposer à une personne âgée un ordinateur et lui dire, «Oui, oui, bah, moi je peux vous mettre la dernière, GeForce RTX, mais bon, vous en avez pas besoin, hein». Si, 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 mettez-la moi». «Ah bon, d'accord, bon et puis bon le processeur, je vous mets le plus gros, enfin je vous mets un processeur de bureautique, hein, vous avez pas besoin de jouer tout ça». «Si, si, si, mettez-moi le mieux là». Et donc ça va se reproduire assez fréquemment, dans tous les métiers. Alors ensuite, comment, connaître les intentions de recherche? Eh bien, il y a un outil, alors il y en a d'autres, mais celui-là, il est assez connu, qui s'appelle Also Asked. Vous pouvez aller, tester. Donc là, vous allez poser une question et Also Asked va challenger par rapport, au site qu'il a crawlé, va challenger votre question et voir quelles sont les thématiques qu'on va retrouver, par rapport à la question que vous avez posée et donc va, en quelque sorte, faire remonter, ce que les gens recherchent, sur internet. Donc ça va permettre de vraiment vérifier vos hypothèses et de vous donner une espèce de structure de base, sur les questions que se posent, les internautes. Donc là, j'ai fait un test avec, Typo 3 et donc voilà, il a demandé, tout de suite, à quoi sert Typo 3? Est-ce que Typo 3 est pareil que WordPress? À quoi, WordPress sert? Bon, il y avait pas énormément de sujets, ni sur Typo 3 ni sur les CMS, hein, parce qu'on est dans des domaines de niche, mais si j'avais posé la question sur quelque chose de beaucoup plus, courant, on aurait eu énormément de questions et d'arborescence de questions, qui en découlaient. Alors, donc l'idée, c'est qu'on va passer des personas à la vision globale de l'architecture éditoriale. Et donc, une fois qu'on a compris nos personas, qu'on a réussi à extraire des intentions de recherche depuis les fiches persona, qu'on les a challengées avec des outils en ligne qui permettent de vérifier que les sujets sont bien intéressants pour les internautes, on va pouvoir modéliser l'arborescence de notre cocon sémantique, qui est donc une relation de pages liées entre elles.
Et donc pour ça, il y a un outil que vous utilisez probablement déjà hein, pour d'autres usages, qui est la mind map. Donc moi, j'utilise Xmind, mais il y en a d'autres hein, qui permettent de faire ça. Et donc là, j'ai un exemple pour une sage-femme, par exemple, avec le persona d'un couple qui stresse de ne pas pouvoir avoir un bébé. Et donc, on a fait tout le travail des questions que ces gens-là peuvent se poser à toutes les étapes de la préconception jusqu'au postpartum après l'accouchement. Et donc, à chaque étape, en orange, j'ai les questions des personas qui ont été validées par des outils en ligne. Mes pages principales sont les pages en gris et j'ai mes pages finales en blanc. Et j'ai des liens. Alors là, le travail de linking n'était pas terminé, donc j'ai en pointillé des liens entre les pages. Et c'est ça qui va me permettre ensuite de créer mon arborescence sur mon site. Et donc, c'est vraiment une démarche saine puisque là, toutes les questions sont hyper pragmatiques et ce sont des vraies problématiques. Souvent, quand vous allez travailler avec un client grand compte ou une entreprise avec un chef d'entreprise qui est assez visible ou qui s'investit beaucoup dans son projet, il va avoir tendance à vouloir se centrer sur lui ou sur son entreprise, le site. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais, etc. Alors qu'en réalité, les clients, ils n'en ont rien à faire. Ils s'y intéresseront plus tard. Quand ils auront une relation avec le chef d'entreprise, ils se diront, bah, au fait, il est sympa, c'est qui, d'où il vient, etc. Mais au départ, on ne doit pas être sur une démarche d'ego, mais vraiment sur une démarche de répondre aux problématiques des internautes. Alors, donc là, maintenant, on fait comment, les gars? Parce que on a fait tout notre travail, on a une arborescence, on a commencé à constituer quand même une réflexion qui est complexe et on va se retrouver avec des CMS qui bien souvent fonctionnent avec une logique de taxonomie qui consiste donc à avoir des catégories et puis à ventiler ensuite des articles dans ces catégories. Et donc, c'est sympa parce que la taxonomie permet quand même d'avoir une espèce de vue arborescente, mais on ne sait pas combien on a associé de pages aux catégories. Et si on a, comme sur certains gros sites qu'on peut tous faire pour des collectivités ou des grands comptes, si on a des sites de 2000, 3000 pages ou si on a des plateformes avec 40, 50 000 pages et plusieurs sites, bon chance pour avoir votre vision arborescente de votre cocon sémantique avec un CMS qui n'a pas de vision arborescente. Donc, il y en a qui se sont un peu quand même arraché les cheveux pour, par exemple, permettre à WordPress d'avoir une vision arborescente. Donc, il y a un plugin qui s'appelle Bombix for WordPress qui permet en fait d'importer un export XML de mind map pour pouvoir recréer une vue arborescente. Et vous imaginez bien qu'on est quand même très loin de l'arborescence native de Typo 3 qui est éprouvée depuis des dizaines d'années et qui permet de déplacer, bouger, faire des points d'enregistrement, des points de montage qui permettent en plus de créer des arborescences virtuelles. Enfin, on va quand même assez loin avec Typo 3. Donc forcément, là, vous avez quand même un argument de poids pour valoriser Typo 3 par rapport à d'autres CMS, sachant que le cocon sémantique, c'est une démarche vertueuse qui fonctionne et qui aujourd'hui est clairement quasiment la seule méthode, en tout cas pour ce qui est de ce qu'on peut faire soi-même sur son site, pour être bien positionné. Pour revenir sur le point là que je venais d'aborder, bien sûr, les backlinks, les liens externes, c'est très important. Le référencement payant, bah, ça permet d'avoir des résultats très facilement, avec très peu d'efforts. Mais, en tout cas, ce que vous pouvez faire vous à votre échelle, qui coûte pas d'argent en plus, du travail que vous allez fournir, c'est bien sûr, d'avoir des contenus de qualité. Donc on en arrive justement à l'étape 4 qui est la rédaction. Qui est, une étape très importante aussi, bien sûr. Et donc là, la rédaction, ça s'appelle le copywriting en anglais.
vous avez beaucoup de solutions. On sait qu'il y a des contraintes qui sont liées à la qualité de la hiérarchie du code HTML, qui sont surtout intéressantes pour avoir la conscience tranquille et puis aussi pour les lecteurs d'écran, par exemple, hein, pour l'accessibilité. Mais en réalité, il semblerait que les moteurs de recherche ne prennent pas en compte que ça. Ils vont regarder aussi la taille réelle affichée sur l'écran. Et donc, on pourrait très bien imaginer avoir fait une erreur de H1, H2, mais si le H2 est plus gros que le H1 et qu'il est placé en tant que H1, Google va comprendre quand même que c'est le titre principal parce que la police, elle est taille 42, alors que le H1, elle est taille 20, par exemple. Donc, il faut bien sûr faire un travail propre, mais le plus important, ça va être quand même la présentation du contenu et la pertinence du contenu. Donc, le copywriting, il y a tout un tas de conseils que vous pouvez trouver sur des sites spécialisés. Il y a aussi des sites qui proposent de la mise en relation avec des rédacteurs qui vont faire de la rédaction de contenu et qui sont rompus à cet exercice. Mais en tout cas, il va falloir soigner ses accroches, prendre en compte les biais, les contextes, miser sur l'empathie avec vos visiteurs et puis aussi avoir un texte clair. Ça sert à rien de mettre des mots pour faire des mots. Il faut que le message soit clair et facilement compréhensible. Et puis humanisez votre discours, mettez-le en perspective avec des contextes réels, avec l'histoire de votre boîte, avec plein de choses comme ça. Il existe aussi des outils. On va avancer de plus en plus vers l'étrange. Des outils qui permettent de générer des contenus automatiquement. Donc, il y a une notion qui s'appelle le content spinning. Ça permet en fait plusieurs choses. Ça permet à la fois de générer des contenus lorsqu'il va falloir les personnaliser, par exemple, géographiquement. Imaginons que vous voulez présenter la météo dans toutes les villes de France. Eh bien, vous allez alimenter un moteur de content spinning qui va donc avoir des variables, par exemple une variable par ville, et puis vous allez le connecter à des flux de la météo. Et donc, ça va lui permettre en fait de constituer des phrases et de générer toutes les phrases appropriées pour annoncer la météo dans toutes les villes de France, sans qu'il y ait un humain qui doive se taper tous les jours toutes les villes de France. Donc, on va écrire, comme dans l'exemple en dessous, là, ce matin, j'ai créé un site internet pour mon entreprise et on a des synonymes, par exemple, ce matin, toute la matinée, cette matinée, en début de journée. Et ça pourrait être une connexion à une base de synonymes, hein, on n'est pas obligé de l'écrire à la main. Et puis comme ça, pour chaque mot, on va pouvoir faire varier les phrases et ça permet aussi de faire de la paraphrase. Donc, c'est des outils qui justement vont. La partie paraphrase va probablement de moins en moins bien marcher avec les algorithmes de Google parce que ces outils-là permettaient de copier en fait des contenus de sites internet et de les faire varier pour qu'ils ne soient plus identiques. Mais étant donné que Google comprend maintenant très bien le sens des phrases, si on reproduit un site internet et qu'on fait juste varier certains synonymes, il est fort probable qu'il puisse détecter qu'il y ait quand même une notion de copie de contenu. En tout cas, le content spinning, il est utilisé aussi par Decathlon, par exemple, pour la description de ses produits. Il est utilisé par beaucoup de clients comme ça qui ont énormément de produits à mettre en avant et qui veulent les contextualiser. Et enfin, on a OpenAI GPT-3, donc Generative Pre-trained Transformer, qui lui est un moteur d'écriture basé sur l'intelligence artificielle qui est capable de rédiger des contenus quasiment indissociables de ceux créés par un humain. Vous avez probablement vu aussi les images que les IA sont capables de générer maintenant. Euh, donc là, on arrive dans un nouveau monde en fait où ça devient compliqué de se positionner par rapport à des contenus qu'on va pouvoir lire sur Internet. Donc vous pouvez aller tester à l'URL que j'ai mise en dessous sur Beta OpenAI Examples. Vous avez des chats, vous avez des personnes, enfin de convertir un texte à la troisième personne, vous avez des moteurs d'analogie, vous avez plein de choses. Donc il y a une API, vous pouvez aussi vous inscrire à la bêta et puis créer vous-même votre moteur de génération d'articles, par exemple. Mais
on ne sait pas encore comment Google va faire la différence entre les articles générés par une intelligence artificielle et les articles créés par des humains. Donc là, on est clairement à la croisée de deux mondes où on ne sait plus trop si ce qu'on voit à l'image est vrai, si ce qu'on va lire a été rédigé par des humains ou pas. Donc là, je ne saurais pas trop vous dire quelle est la suite de tout ça parce que en réalité, je ne sais pas trop comment on va pouvoir faire la différence. Mais en tout cas, en termes de web, si vous faites une utilisation intelligente de OpenAI GPT-3, par exemple, ça peut vous permettre de réduire la charge de travail si vous avez des centaines de pages à rédiger. Mais je ne pourrais pas vous donner l'impact réel du positionnement sur les moteurs de recherche. Donc, il faut bien entendu, pour les pages importantes, privilégier le contenu rédigé par des humains, à condition que vous fassiez appel à des personnes compétentes. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je continue. Moi, j'en ai peut-être une, je sais pas si c'est un peu tôt dans la présentation, mais j'ai pas l'impression qu'Amazon fasse du cocon sémantique, en fait. Je sais pas si j'essaie de sur des énormes sites un peu comme ça. Amazon vend des produits, donc ils n'ont pas forcément beaucoup d'éditorial à part la description des produits. Et Eux, ils vendent tout. la description des produits, ils peuvent faire du content spinning pour personnaliser des descriptions de produits selon les contextes géographiques, par exemple. Mais eux, ils n'ont pas forcément d'intérêt à faire du cocon sémantique parce que ils ont une contrainte du fait d'être un site de e-commerce, quoi. Oui, je comprends. Ouais, ils n'ont pas besoin de. Eux, ils vendent du watt et c'est tout. Ils vendent du watt et voilà. Donc, tu cherches un sachet de pâtes, bah, tu tapes sachet de pâtes, tu dis pas je veux vivre une expérience unique euh, de produits d'origine italienne, quoi. Donc, c'est pour ça, il y a pas forcément besoin pour ce genre de site. Par contre, tous les sites, par exemple, d'artisans, les sites de collectivités ou les sites de grands comptes, mais qui veulent se démarquer un petit peu de la concurrence, ça peut être quand même intéressant de mettre en avant un ou plusieurs cocons sémantiques, hein. Par exemple, le roi Merlin, tu pourrais très bien imaginer, à l'arrivée de l'hiver, de faire un gros cocon sémantique sur tout ce qui est poêle à bois, chauffage, etc. Et inversement, sortir le cocon sémantique de la clim et de l'aération quand l'été arrive. Et puis, si tu as des thématiques particulières dans l'année, pareil, faire un réseau de pages sur une thématique pour justement se positionner dessus et en accord aussi avec les publicités, quoi. Et est-ce qu'il peut y avoir des sites qui contiennent à la fois une organisation en cocon sémantique et une partie qui ne le serait pas? Oui, oui, oui. Alors en fait, il y a on peut cacher un peu le cocon sémantique. C'est-à-dire que c'est pas forcément obligatoirement une arborescence principale qui est visible dans les menus. Ça peut être un lien ou deux qui emmène ensuite vers une arborescence, mais qui n'est pas présente dans les menus, mais qui est quand même indexée par les moteurs de recherche et qui va quand même faire booster votre site en termes de pertinence. Donc, on pourrait, par exemple, rajouter une verrue sémantique sur un site existant sans changer son arborescence. Ok. Voilà, moi, je pars de la démarche que je trouve vertueuse de créer un site en essayant de le rendre le plus adapté aux intentions de recherche des internautes. Mais c'est vrai que parfois, tu as des contraintes administratives qui font que ça va être difficile de chambouler complètement l'arborescence. Et donc, dans ce cas-là, tu vas le faire de manière un peu plus discrète. Cyril, jusqu'à présent, on m'a plutôt enseigné d'essayer de satisfaire les moteurs de recherche. Donc, il y avait l'histoire des mots-clés, des liens, Oui. de mettre les mots-clés dans les liens. Là, en fait, on se ressent plus sur l'utilisateur et c'est plus la performance des moteurs de recherche qui vont essayer de mieux comprendre le fonctionnement humain Oui. de la Oui. démarche de recherche. Donc, Tout à fait. c'est ça.
Oui. On revient finalement sur est-ce qu'on va revenir sur la qualité Alors, des c'est contenus? exactement ça. Alors, en fait, c'est le seul élément perturbateur, là, c'est l'intelligence artificielle. Mais sinon, effectivement, le monde est en train de revenir aux mains des vrais sachants. C'est la fin de l'ère des barbus, là, en fait. C'est-à-dire qu'avec ce genre d'approche des moteurs de recherche, on va plus avoir un techos barbu sans diplôme euh, au centre d'une organisation et tout le monde vient le supplier de faire quelque chose sur le site internet. Euh, Là, c'est les vrais sachants qui maîtrisent vraiment leur sujet, qui vont pouvoir le détailler précisément, qui vont être les plus pertinents par rapport aux moteurs de recherche. Donc, en fin de compte, c'est parce que l'informatique mature hein, et mûrit, puisque c'est un fonctionnement normal. Hein. Avant Internet, quand on voulait savoir quelque chose sur un sujet, on achetait un livre rédigé par une personne reconnue dans son domaine. Et après, il y a eu Internet avec le temps d'ajustement des algorithmes. Au début, vous mettiez un mot-clé assez prisé dans votre page et le moteur de recherche faisait monter votre page alors que votre contenu ne parlait pas de la thématique. Et puis à partir de 2013, me semble-t-il, Google a commencé à se concentrer sur la pertinence des contenus et il a amélioré sans arrêt ses techniques. Mais pendant longtemps, on pouvait quand même tricher en étant malin, en faisant des liens ou en créant même des fausses usines à sites avec des rétroliens entre elles. Alors bon, ça marche encore un peu, mais c'est de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, vraiment, le plus simple, c'est de ne pas se prendre la tête avec la technique et de se concentrer vraiment sur la qualité des contenus. Alors maintenant, je continue sur les outils. Donc les outils de mesure. Alors, vous avez Screaming Frog, par exemple, que j'ai lancé ici sur le site typo3.fr en créant un diagramme des forces. Donc, le diagramme des forces, ça va représenter toute l'arborescence des pages avec leurs liens internes. Et vous allez pouvoir faire varier la couleur et la taille des cercles en fonction de paramètres. Donc là, c'est le niveau de profondeur qui sert de paramètre. Donc plus les pages sont haut niveau dans le site, plus les ronds sont gros, et plus elles sont basses, plus les ronds sont petits. Mais j'aurais pu aussi mettre par exemple le nombre de mots. Le nombre de mots, ça m'aurait permis d'avoir une vision rapide sur les pages qui sont suffisamment riches et celles qui ne le sont pas. Euh, J'aurais pu aussi le faire par rapport au nombre de liens internes ou par rapport au nombre de liens externes vers mes pages. Donc là, par exemple, le nombre de liens internes, c'est assez pertinent pour mesurer la qualité du cocon sémantique, puisque ça va me permettre de voir si j'ai bien fait mes liens entre les pages principales, les pages sœurs et les pages finales. Là, en rouge, je vois les pages qui ne sont pas indexables. Et si je survolais les cercles, il me dirait si c'est un no-index ou si c'est un canonical ou si c'est une redirection, par exemple. Euh, donc, c'est un outil intéressant. Et après, vous avez des outils un peu plus spécialisés encore. Donc, il y a Visibilis qui va aller jusqu'à vous conseiller des mots-clés à développer ensuite en thématique. Et vous avez cocon.se aussi. Alors, c'est des outils qui sont un peu artisanaux. Vous allez avoir une relation assez proche avec le développeur. Vous pouvez échanger avec lui, lui poser des questions, etc. C'est assez cher et l'abonnement ne dure pas très longtemps. Donc, même si vous mettez des pièces dans la machine et que vous vous en servez pas pendant quelques mois, vous pouvez perdre vos crédits. Mais par contre, si vous travaillez fréquemment sur ces outils-là, c'est vraiment puissant. Ça vous permet de remettre aussi des rapports qui sont pertinents par rapport au site de vos clients. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer. Bon, je vais faire ça après plutôt. Donc, bien entendu, vous avez aussi les outils SEO classiques. Donc là, j'ai fait un extract de la Google Search Console. On voit tout simplement le nombre de vues, le nombre d'impressions. Et le SEO classique va permettre forcément de voir l'impact de votre cocon sémantique, à condition de ne pas avoir changé plusieurs paramètres en même temps sur votre site, bien sûr. Mais si vous mettez en ligne un gros cocon, il va falloir vérifier que les pages de votre cocon sont indexées, bien sûr.
peut-être même aider Google à les indexer, hein, en lui soumettant bien un sitemap et peut-être en allant aussi à la main lui demander d'indexer certaines pages. Et donc, vous allez pouvoir ensuite mesurer l'impact dans les outils classiques. Donc, on peut dire que Screaming Frog, ça va plutôt être utile pour faire un bilan et pour aussi vous aider à construire votre site avant la mise en production. Et puis ensuite, vous allez utiliser les outils classiques d'analytics, Matomo ou autres, pour pouvoir regarder l'impact en réel sur le marché, quoi. Vous avez aussi une option que j'aime bien, moi, qui a été sortie là, avec Google Analytics 4, mais qui était facile d'accès avec le 3. Ça s'appelle le parcours de navigation. Et donc ça permet de voir par où passent les internautes et comment ils enchaînent en fait leur navigation. Et donc ça vous permettrait aussi de valider la pertinence de votre cocon sémantique, puisque vous allez pouvoir comparer le parcours des internautes avec le parcours des pages que vous avez créées. Alors maintenant, à vous de jouer. Ça peut, pour certains, changer un petit peu le paradigme de la façon dont vous imaginez la création de sites. Ça peut aussi impacter votre relation avec les clients parce que vous allez challenger aussi leur façon de voir leur entreprise. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais c'est une méthode qui est vertueuse et qui porte ses fruits. Donc, si l'intérêt réel de votre client, c'est de performer sur les moteurs de recherche et donc de développer son business, ça devrait être un axe d'amélioration qui soit accepté par tout le monde. Et donc, voilà des formations que vous pouvez faire, enfin des formateurs en tout cas qui sont top. Il y a Laurent Bourrelli qui est le père fondateur du Cocon Sémantique, qui donne des formations et qui est vraiment top. Et ensuite, vous avez un orfèvre du cocon sémantique, c'est Stéphane Jambu. Donc lui, il vous prend le truc à la pince à épiler et il vous amène, il va jusqu'au bout hein, avec des rédacteurs. C'est quelqu'un vraiment de très, très carré. Donc c'est des personnes que vous pouvez aller suivre aussi sur YouTube. Donc Laurent, il est plutôt marketing et Stéphane, c'est plutôt un faiseur, quoi. Donc vous allez vraiment prendre, il y a des choses à prendre chez les deux assez différentes en fait. Et puis si vous voulez travailler sur le why, je vous conseille Stéphane Brio, qui lui a développé tout un travail sur le why, mais plutôt au niveau développement personnel. Mais il y a forcément des liens et des choses à prendre par rapport aux entreprises. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute hyper active et silencieuse. Ça m'a permis de présenter. J'espère que ça vous a plu et donc je vais vous laisser poser